L'université juive par les ondes. Une émission proposée par la Fondation Séfarade 92 et la Fédération Séfaradie de France. Ce soir, 3e épisode de la série consacrée à l'histoire du judaïsme séfarade proposée par Richard Ayoun. Bonsoir Richard Ayoun, vous êtes historien, ça c'est le mot pour vous résumer, parce que il y a aussi d'autres choses, docteur en histoire, licencié d'hébreu, maître de langue et des civilisations séfarades à l'Institut, à l'INALCO, pour résumer, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous enseignez l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord à l'Université de Paris 8, l'histoire des Juifs à l'époque contemporaine à l'Université de Paris 1 Sorbonne, et vous avez depuis peu un nouveau titre à rajouter sur votre carte de visite qui doit être assez surchargé quand même. Non, c'est-à-dire qu'il y a une promotion de maître de langue et de civilisation séfarade. Je suis actuellement maître de conférence de la civilisation séfarade. Alors, vous trouvez le temps d'écrire avec tout ça et vous avez coécrit avec Chaim Vidal Sefia une galerie de portraits, de 70 portraits intitulée Séfarade d'hier et d'aujourd'hui. C'est publié aux éditions Liana Lévy et je la conseille comme référence de cette série d'émissions puisqu'on y trouve des galeries de portraits de Juifs d'Afrique du Nord dont nous avons parlé, de Juifs d'Espagne et du Portugal, mais également de toutes les implantations de la diaspora séfarade dont nous parlons depuis maintenant 2 émissions. Alors nous en venons ce soir aux établissements séfarades sous l'autorité musulmane. 1492, l'édit d'expulsion, les Juifs s'en vont, ils arrivent donc dans l'Empire ottoman. Comment se passent d'abord les établissements ? Alors, les Juifs d'Espagne, après l'expulsion de 1492, cherchent au fur et à mesure asile dans une localité ou ils cherchent asile dans plusieurs autres localités. Alors, comment s'établit le choix finalement ? Le choix se fait en fonction, d'une part, des matériels, d'autre part, le choix se fait en fonction de la facilité des voyages. Habituellement, les Juifs doivent obtenir un permis de résidence, ce permis de résidence qui est délivré par l'autorité non juive. Et aussi, ce permis de résidence doit être délivré par les responsables communautaires locaux, afin que leur installation soit durable, voire que leur installation soit permanente, après avoir trouvé une occupation professionnelle, que cette occupation professionnelle leur permette de survenir à leurs besoins. Les Juifs espagnols cherchent à s'intégrer dans un groupement juif où ils peuvent recréer une existence selon les normes et selon, bien entendu, les coutumes de leur milieu d'origine. Alors il y a de très nombreux foyers d'immigration, il y a les pays chrétiens, nous en parlerons pour la prochaine émission, et puis il y a cet immense empire ottoman qui accueille les Juifs, ou plutôt que accueille où les Juifs vont s'établir. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler géographiquement l'immensité de cet empire ? Alors, l'empire ottoman donc est très vaste, essentiellement bien entendu lorsque les Juifs vont s'établir après 1492, l'Empire ottoman correspond en gros à la Turquie et aussi, on peut dire, à la Palestine de l'époque. Alors, un grand personnage qui marque cet établissement dans l'Empire ottoman, c'est Moïse Ben Eli Kapsali, ce personnage qui est né en 1420 et qui est mort à la fin du XVe siècle, exactement 1495. C'est lui qui va intervenir auprès du sultan de l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'il va intervenir auprès de Bézazé II. Bézazé II, je vais vous donner ses dates, qui a vécu entre 1481 et 1512. Kapseli est intervenu pour faciliter l'installation des réfugiés d'Espagne. Ce sultan va exempter les Juifs de toute taxe de débarquement. Le sultan va édicter un décret, ce décret qui punit de la peine de mort toute personne qui maltraiterait les immigrants juifs. Les communautés autochtones vont participer à un grand effort financier pour aider à l'installation des nouveaux venus. Les Juifs expulsés vont bénéficier du départ des Grecs, les Grecs qui ont abandonné leur maison devant la conquête turque. Ces demeures vont être louées à bas prix aux immigrants juifs. Quelles sont les raisons de cette entente, de cette tolérance ? Ce sont des raisons politiques ou autres ? Ou est-ce qu'il y a vraiment, sincèrement, une volonté d'accueil des Juifs en provenance d'Espagne ? Oui, il y a volonté d'accueil, et cette volonté d'accueil, on la remarque que les dirigeants communautaires et aussi les particuliers vont encourager leurs parents
et ils vont aussi encourager leurs amis, des escales italiennes ou des escales nord-africaines des réfugiés d'Espagne à venir les rejoindre. Le sultan va adresser une proclamation au gouverneur de son royaume afin que personne ne refoule les Juifs. Chacun doit au contraire les recevoir gracieusement. Et celui qui contreviendrait une seule fois serait passible de la peine de mort. Les principales cités d'accueil vont être Patras, vont être Négrepont, Thèbes, Constantinople, Andrinople, Nicopolis, Brousse, Tocat, Smyrne et Salonique. Comment est administrée la communauté juive dans cet empire? La communauté juive de l'Empire ottoman est administrée selon les groupements non musulmans. Cette communauté juive est dirigée par un chef religieux et aussi cette communauté juive bénéficie d'un système juridique autonome. Les taxes dont cette communauté doit s'acquitter, ces taxes sont définies après des négociations. Les taxes sont réparties parmi les membres de la communauté selon, bien entendu, les possibilités de chacun. Le rabbin Skabsali entreprend d'ailleurs la tournée des communautés. Il entreprend cette tournée afin d'obliger chaque membre de contribuer selon ses possibilités. Et un des centres majeurs de ces communautés est le centre de Salonique. Les immigrants espagnols se sont d'abord joints aux juifs anciennement établis, c'est-à-dire les juifs qu'on appelle les romagnotes. Très rapidement, les Catalans ont créé leur propre synagogue. Plus tard, des immigrants établissent une communauté plus large et cette communauté va porter le nom de Guérouche séfarade, c'est-à-dire le nom d'expulsion d'Espagne. D'autres communautés sont édifiées en fonction des régions ou d'autres communautés sont édifiées en fonction des villes essentiellement d'origine. Et c'est la raison pour laquelle que nous trouvons que des synagogues vont être nommées Aragon, elles vont être nommées Catalogne ou Navarre. Mais ça veut dire qu'il y a un souvenir de l'Espagne qui perdure dans la nomination des lieux? Oui, c'est cela. C'est-à-dire que chaque communauté va se recréer en fonction de la ville d'où ils viennent. Et pourquoi? C'est pour qu'un souvenir perdure ou c'est parce qu'aussi on garde des contacts avec bien une famille qui serait restée dans la péninsule ibérique? Les deux existent. C'est-à-dire d'une part parce qu'on a un rite particulier et aussi pour garder des contacts avec des gens ou des amis de ces régions ou de la ville qu'ils ont quittée. Alors, vous l'avez rappelé au tout début, l'Empire ottoman comprend aussi la terre d'Israël, la terre sainte. Quels sont les établissements? Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne la terre sainte, l'immigration en direction de la terre sainte commence massivement à la suite des massacres et à la suite des conversions forcées de 1391. Je rappelle que ces conversions forcées ont eu lieu en Castille et aussi à Majorque. Il s'agit de juifs rescapés des tueries, mais aussi des conversos qui veulent la rédemption de leur apostasie en venant vivre en Terre Sainte. De Castille, nous savons que de nombreux juifs traversent l'Aragon. Ils traversent l'Aragon pour s'embarquer des ports de Catalogne et notamment de Valence. Parmi les démunis, la communauté de Saragosse octroie des lettres de recommandation. Elle octroie ces lettres afin que durant leur voyage, le voyage version, ils seront secourus par les différentes communautés juives. On s'aperçoit à cette époque qu'une espérance messianique se manifeste. Cette espérance messianique se renouvelle dans les années 1481 à 1492. À cette époque, où les Juifs et les convertis souhaitent la rédemption de leurs péchés en Terre Sainte. Avant d'embarquer, les conversos reviennent secrètement au judaïsme dans une communauté juive, dans cette communauté juive où ils sont solennellement circoncis. C'est ainsi que lorsque les expulsés de 1492 parviennent en Terre Sainte, certains rencontrent des parents ou certains rencontrent des amis dont quelques-uns ont développé l'enseignement de la Kabbale et aussi où ils ont développé la vénération du Zohar. Alors il y a un lieu central, capital, dans cette histoire du judaïsme séfarade en Terre Sainte, c'est Safed. Sur le plan philosophique, religieux, historique, c'est là aujourd'hui qu'on trouve des traces, des tombes de personnes de séfarades qui ont marqué cette histoire. Comment présenter Safed à cette époque? Voilà. Dans les dernières années du XVe siècle, la communauté de Safed, cette communauté est dirigée
par des expulsés espagnols. 2 yeshivot se partagent l'enseignement. Une yeshiva regroupe des juifs qui sont anciennement installés. L'autre yeshiva comprend des expulsés de 1492. D'autres dignitaires vont rejoindre Safed. Cette communauté de Safed ressemble alors 300 mètres de maison et aussi 3 synagogues. C'est vers 1536 à Safed qu'on distingue plus de 1000 familles et 7 communautés. Au milieu du XVIe siècle, Safed paraît d'ailleurs la plus grande communauté de Terre Sainte et nous pensons que la population en ce milieu du XVIe siècle correspond à 40 000 personnes. Les voyageurs chrétiens et les voyageurs juifs en Palestine sont frappés par le grand nombre de juifs espagnols et aussi par le grand nombre de juifs portugais qu'ils rencontrent à travers le pays, ce pays qui, il faut dire que depuis 1516 exactement, ce pays fait partie de l'Empire ottoman. Les sultans, Sélim Ier qui a été sultan entre 1512 et 1520, mais aussi le sultan Soliman le Magnifique, qui a été sultan de 1520 à 1566, eh bien, ces sultans vont rétablir la sécurité des chemins et rétablir la sécurité des routes. Comment s'organise cette administration sur place? Alors, donc, on s'aperçoit qu'une nouvelle administration régit la Terre Sainte. 4 sandjaks divisent la Terre Sainte. Il y a Jérusalem, Nablus, Gaza et Safed. Chaque sandjak comprend plusieurs arrondissements. Excusez-moi, un point de traduction simplement pour sur ce mot que peut-être les auditeurs ne comprennent pas. Sandjak, c'est en faire une division administrative. Oui. C'est une division administrative, donc c'est-à-dire que la Terre Sainte va être divisée en 4 grandes régions. Voilà. Donc, chaque sandjak, chaque région comprend plusieurs arrondissements. On s'aperçoit qu'à cette époque-là, l'agriculture va s'améliorer et la population va augmenter et la population de la Terre Sainte va augmenter à tel point qu'elle va regrouper plus de 300 000 personnes. Dans quel contexte s'inscrit cette immigration juive? Bon, une population qui augmente, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui l'accompagnent? Bien entendu, il y a le phénomène de l'économie et on s'aperçoit que l'économie progresse avec la construction des pressoirs, ces pressoirs qui produisent de l'huile d'olive. On s'aperçoit également que l'économie progresse aussi avec des métiers à tisser et aussi avec des cuves à teinture. Alors, nous en venons maintenant à l'Afrique du Nord, l'établissement d'Afrique du Nord. Un mot avant, excusez-moi, je vous interromps, un mot avant. Oui, pour essayer de se souvenir de cette immigration juive. Oui. Cette immigration juive s'inscrit dans un contexte généralement de développement du pays de la Terre Sainte. Il faut se souvenir que, comme en Espagne, le peuplement juif est un peuplement en Palestine essentiellement urbain. Cependant, on s'aperçoit que des groupements de familles juives s'installent dans les bourgs et s'installent dans les villages. Et principalement, ces familles juives s'installent en Galilée. Les missions de David Rubeni et aussi de Salomon Molcho en Italie et au Portugal entre 1523 et 1526, ces missions vont réveiller les espérances messianiques. Ces espérances messianiques permettent, avec les progrès de l'économie, d'augmenter l'immigration juive vers la Palestine. Après Safed, puisque nous avons parlé, il y a bien entendu Jérusalem qui reçoit la 2e meilleure immigration juive. Cette immigration permet à Jérusalem de connaître la plus forte expansion économique et aussi permet à Jérusalem de connaître la plus forte expansion spirituelle. Merci pour ce point sur l'immigration séfarade en terre d'Israël. Nous en venons maintenant à l'Afrique du Nord. Même question que je vous avais posée au début de l'émission. Comment s'établissent les Juifs en Afrique du Nord après l'expulsion d'Espagne? Alors, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, il faut dire qu'également, pour des raisons économiques, des communautés juives sont réhabilitées dans le royaume abside qui contrôle les principaux ports de la partie le plus à l'est de la côte nord-africaine. Dans cette région, où le commerce maritime avec l'Italie et aussi le commerce maritime avec d'autres pays européens se développe. Ce contexte va expliquer qu'à la suite de la fameuse catastrophe de 1391, les réfugiés de Catalogne et les réfugiés de Majorque se réfugient
dans les villes d'Afrique du Nord. Les réfugiés espagnols de 1492 marquent un tournant dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Leur installation s'effectue parfois avec difficulté. Alors, nous allons étudier ces établissements au fur et à mesure. Commençons par un pays, le Maroc. Alors, en ce qui concerne le Maroc, on peut dire que le sultan Mohamed Al-Ouattazi, ce sultan, accueille les Juifs espagnols et aussi il accueille les Juifs portugais. Cependant, il faut reconnaître que la population accepte difficilement les Juifs. Les réfugiés qui ont désiré atteindre le grand centre de Fès, ces réfugiés ont subi sur la route les assauts de pillards. Les réfugiés n'ont pu pénétrer dans la cité de Fès et ils ont dû résider très longtemps dans la campagne qui environne Fès. Et on dit que plus de 20 000 de ces réfugiés auraient péri de faim et auraient péri d'épidémie. Et comment les accueillent les Juifs qui sont déjà présents au Maroc? Voilà. Alors, ces Juifs autochtones, qu'on appelle les Toshavim, s'opposent aux expulsés, les Mégorachim, ces Mégorachim qui rapidement dominent les communautés où ils s'installent. C'est-à-dire qu'ils vont dominer les communautés de Meknès, de Debdou, de Fès, de Tanger, de Tétouan, de Salé, de Larache et aussi de Rabat et de Safi. Comment ça se passe dans le nord du Maroc? Alors, donc, en ce qui concerne le nord du Maroc, nous savons que le nord du Maroc adopte les coutumes des réfugiés, ces coutumes qui ont été dictées par les rabbins, ces coutumes qui vont prendre le nom de takanot des exilés de Castille. Ces coutumes abordent principalement des pratiques matrimoniales et aussi ces coutumes abordent des pratiques successorales. À Tanger et à Tétouan, les autochtones s'assimilent aux réfugiés espagnols. Et comme les autochtones, les Mégorachim considèrent avec condescendance les Juifs de l'intérieur des terres, ces Juifs de l'intérieur des terres qu'ils surnomment los forasteros, c'est-à-dire les étrangers. La langue utilisée est la Haketia. Alors j'explique en gros ce qu'est la Haketia, c'est-à-dire c'est du castillan auquel s'ajoute de l'hébreu et auquel s'ajoute de l'arabe. Sur le plan de la vie sur le plan de la vie en fait intellectuelle, on s'aperçoit que des dynasties de rabbins jouent un grand rôle dans la littérature hébraïque, essentiellement à Fès. Cependant, cette vie culturelle se manifeste principalement d'enseignements oraux et aussi cette vie culturelle se manifeste par des copies manuscrites et aussi par des livres imprimés. La venue des Juifs de la péninsule ibérique permet au Maroc de renouveler la connaissance savante et de renouveler, on peut dire, la pratique quotidienne de l'hébreu. Alors un pas vers l'Est, nous poursuivons cette étude de la diaspora séfarade, vers l'Est, l'Algérie qui s'appelle pas encore l'Algérie. Comment, d'abord, est-ce que l'immigration est aussi importante qu'au Maroc? Et est-ce que la communauté juive autochtone qui vivait déjà dans cette région d'Afrique du Nord était-elle aussi importante qu'au Maroc? Alors, là, il faut se souvenir, en fait, et de faire un point d'histoire. Il faut dire que les expulsés d'Espagne de 1492 dans cette région, comme vous avez dit, qui ne s'appelle pas encore l'Algérie, donc les expulsés d'Espagne de 1492 sont peu nombreux dans cette région-là. Les expulsés d'Espagne de 1492 ne vont pas provoquer de changement dans la vie des communautés de la future Algérie, comme ceux qui se sont installés après les fameux massacres de 1391. À cette époque-là, il faut se souvenir que les takanots d'Alger règlent la coutume matrimoniale. Ces takanots d'Alger vont être adoptés. Alors, les immigrés de 1492 s'établissent dans un milieu familier et là, il faut dire qu'ils ne vont pas, comme au Maroc, être confrontés au conflit avec les anciens habitants juifs. Ainsi, nous savons que le rabbin Jacob Berad et aussi le rabbin Jacob Kino vont être accueillis à Tlemcen par la famille Gabichon, cette famille qui s'était établie à Tlemcen en 1391. La perle de l'Afrique du Nord. Voilà, comme vous dites, oui. Au XVIe siècle, les expulsés de 1492, dont ce qu'on appellera en grande partie plus tard l'Algérie, vont dépendre de l'administration ottomane, puisque le pays est devenu à cette époque-là, au XVIe siècle, une possession turque. Les Juifs espagnols se sont établis principalement à Alger, ils se sont établis à Oran, à Constantine, à Mostaganem, à Miliana, à Bougie, à Ténès et aussi à Tlemcen.
Et les Juifs espagnols vont constituer à leur arrivée des groupements à part. Alors à Alger, précisément. Alors à Alger, les Juifs indigènes vont être appelés les porteurs de turbans, alors que les judéo-espagnols vont être appelés les porteurs de capuches ou les porteurs de bérets. La plupart vivent difficilement de petits métiers artisanaux, où ils vivent aussi de colportage. Entre judéo-espagnols et anciens habitants juifs, on s'aperçoit qu'une scission momentanée va se produire. Elle se produit au cours du XVe siècle, à Bougie, pour des raisons pratiques et non pour des raisons religieuses. Les Juifs espagnols, qui sont en principe mieux organisés que leurs confrères et ils sont mieux organisés que leurs coreligionnaires autochtones, les Juifs espagnols vont accaparer la clientèle musulmane et ils vont se dispenser de verser leurs contributions aux impôts communautaires. Les Juifs espagnols se sont mis rapidement aux judéo-arabes, à ce judéo-arabe, ils vont ajouter de nombreux vocables. Et donc une sorte de fusion, d'adaptation. Est-ce qu'elle existe aussi sur le plan religieux? Et c'est-à-dire que est-ce que les rites fusionnent ou est-ce que continuent à cohabiter des rites différents? Oui, et on s'aperçoit par exemple, toujours pour prendre l'exemple d'Alger, que sur le plan de la prière, deux rites distincts existent à Alger. Il y a le minag alahoun et il y a aussi le minag malachim. Ces rites, en fait, correspondent au rite de Barcelone et aussi au rite de Majorque. Alors, pour terminer, la Tunisie. Alors, pour ce qui est de la Tunisie qui est annexée, comme l'Algérie, à l'Empire ottoman. Il n'y a pas eu une forte immigration en provenance d'Espagne et de Catalogne en 1391 en ce qui concerne la Tunisie. Pour 1492, en ce qui concerne la Tunisie, l'afflux de réfugiés espagnols est un afflux plus considérable et encore plus après la conversion forcée, cette conversion forcée de décembre 1487 qui a eu lieu à Lisbonne. La Tunisie paraît d'ailleurs être un lieu de passage et la Tunisie paraît en fait un lieu, on peut dire une étape vers l'Orient. Vers la fin du XVIe siècle, de nombreuses familles émigrent vers le Grand-Duché de Toscane, où les centres juifs de Pise et de Livourne sont en plein essor en ce siècle, au XVIe siècle. Dès cette époque, apparaissent les liens privilégiés commerciaux, mais aussi les liens privilégiés familiaux et les liens privilégiés intellectuels, ces liens qui unissent par la suite les Juifs de Tunis et les Juifs de Livourne. Sur le plan culturel, on a gardé des traces de cette vie importante? Oui, alors sur le plan culturel, un personnage se détache. Il s'agit d'Abraham ben Salomon Lévi Bacrate, ce Lévi Bacrate qui à Malaga a été le disciple de Judas Gabay. D'abord installé à Tlemcen, Abraham Lévi Bacrate passe à Tunis où il complète en 1507 son œuvre maîtresse. Cette étude est un grand commentaire sur Rachi, ce grand commentaire qu'on appelle le Sefer Hazikaron, c'est-à-dire le livre du souvenir. Cet ouvrage, connu seulement par des copies manuscrites, cet ouvrage n'est imprimé à Livourne qu'en 1845. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans son introduction, Lévi Bacrate présente sa propre autobiographie, avec ses tribulations consécutives à l'expulsion d'Espagne. Parmi les nombreuses élégies d'Abraham Lévi Bacrate, une élégie concerne l'expulsion des Juifs d'Espagne. Voilà, eh bien, nous pourrons retrouver une biographie de ce personnage dans le livre que vous avez coécrit avec Chaim Vidal-Sefia, Séfarad d'hier et d'aujourd'hui, 70 portraits, c'était aux éditions Liana Lévy. Merci pour ce cours, merci beaucoup. Richard Ayoun, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour cette fois-ci détailler l'établissement de cette diaspora séfarade en pays chrétien. Bonsoir, merci. Bonsoir.